Bonjour, bonsoir, bienvenue au dernier grand rendez-vous du mois de janvier 2022, pas de l'année 2022. Comme vous savez, chaque année, nous avons toute une série de grandes émissions économiques, financières et politiques. Et cette année, nous avons voulu ajouter particulièrement 2 visites. Une du côté de Washington et l'autre du côté de la République dominicaine à Santo Domingo. Et pour le faire, nous allons retrouver notre ami, bien sûr, Jean-Michel Kawa, qui est le correspondant de Radio et Télé Métropole du côté de la capitale dominicaine. Jean-Michel, merci d'avoir répondu à cette invitation. Bonne année 2022. Merci, bonne année à vous tous également, à tous les amis haïtiens. Comme j'ai dit, Jean-Michel, nous avons eu toute une série d'émissions. Le 1er janvier, on reçoit le ministre de l'économie et des finances. Le 2 janvier, on a eu le gouverneur de la Banque centrale. Ensuite, l'économiste en chef de la Sogebank qui nous a présenté la partie secteur privé. Nous avons déjà eu Franck Duval, que vous connaissez très bien, à savoir du côté de la Nouvelle-Lys. Et on a été à Washington avec le professeur Robert Fatan pour nous dire les relations américaines et haïtiennes. Et maintenant, nous sommes du côté de Santo Domingo. Comme vous savez, cette année, la République dominicaine, on a beaucoup parlé d'Haïti, ça a fait l'actualité, et au plus haut niveau du côté de la présidence. Pourquoi Luis Abinader a été si intéressé à Haïti? Bon, je crois que la raison principale, ça a été ce qui se passait en Haïti. L'aggravation de la crise en Haïti a été très suivie dans les médias dominicains et par le gouvernement et le président Luis Abinader, préoccupé par les conséquences que cette aggravation pourrait avoir en République dominicaine, conséquences évidemment en termes migratoires, mais également en termes économiques. Vous savez qu'Haïti est le 2e marché des produits dominicains, et également une préoccupation en matière de sécurité. À plusieurs reprises, le président Abinader a parlé de la possibilité que les gangs, que les membres de gangs haïtiens traversent la frontière et viennent faire du désordre en République dominicaine. Voici les principales raisons qui expliquent, je dirais, l'intérêt particulier qu'a porté le président Abinader à la situation en Haïti. Jean-Michel, on sait très bien que l'armée dominicaine est concentrée particulièrement au niveau de la frontière. Pensez-vous qu'on aurait pu avoir des gangs à aller troubler le sommeil des Dominicains au niveau de la frontière avec toutes les troupes qui sont alignées? Bon, je ne vais pas vous donner mon opinion personnelle, mais c'est ce qui a été dit à plusieurs reprises. Je le dis aussi bien par le président Abinader. Comme vous le savez, le fait qu'il y ait plus de 10 000 militaires dominicains massés à la frontière, répartis sur la frontière, n'empêche pas la corruption. Et vous savez qu'en payant quelques centaines de dollars, on peut toujours traverser cette frontière. Donc, c'est une des craintes. Je crois que les trafics en tout genre ont été réduits par ce déploiement militaire à la frontière, mais la corruption n'a pas totalement disparu, bien loin de là, et la crainte existe que parmi ces gens qui traversent de manière clandestine, illégalement la frontière, il y ait donc des membres de gangs qui pourraient causer du désordre en République dominicaine. Maintenant, est-ce qu'il y a un renforcement au niveau de la frontière de l'armée dominicaine avec la situation en Haïti? Moi, je pense que ce serait très difficile que quelques hommes armés sortant d'Haïti pour aller faire du kidnapping au niveau de la frontière. On sait que la route Croix-des-Bouquets est une route extrêmement importante, mais je n'ai pas vu réellement cette possibilité. Non, vous avez raison, je pense que c'est très difficile. Cela étant, n'oubliez pas que ces kidnappings ont touché les camionneurs. Par exemple, encore récemment, au mois de janvier, un camionneur dominicain racontait qu'il avait échappé de très peu à une tentative de kidnapping. Il y a plusieurs Dominicains, vous savez, qui ont été kidnappés dans le passé. Et puis tout ce qu'on lit dans la presse, tout ce qu'on voit à la télévision, sur les réseaux sociaux, tout ça a nourri donc cette inquiétude. Je crois qu'elle a été également instrumentalisée par certains secteurs en République dominicaine. Les secteurs anti-haïtiens ont évidemment insisté sur cette menace réelle ou supposée ou imaginaire, mais ça a été un sujet de discussion. Et je crois qu'une partie de la population s'est inquiétée de la dégradation de la situation, notamment de la question des kidnappings et des gangs en Haïti. Je me rappelle qu'on discutait juste avant ou après les élections qu'Abinader ne peut être considéré
comme un anti-haïtien, comme c'était le cas dans le passé, qu'il ne répondait pas aux sirènes des Antilles dominicaines. Les dernières élections, il n'a pris aucune position anti-haïtienne. Est-ce que l'on a remarqué pendant son mandat qu'il est en train peut-être d'attirer une partie de l'extrême droite dominicaine? Est-ce qu'il y a un changement dans le comportement d'Abinader par rapport à Haïti? Alors, c'est un sujet assez complexe et qu'il faut savoir qu'une des promesses principales de Luis Abinader, c'était de lutter contre la corruption, l'impunité. Vous savez qu'il a appuyé ce qui l'a mené à la victoire d'une certaine façon, c'est cette fameuse marche verte, cette mobilisation d'une grande partie de la classe moyenne, des jeunes, pour combattre l'impunité et la corruption qui avait marqué les gouvernements du PLD, de précédents gouvernements, des présidents Danilo Medina et Leonel Fernandez. Et parmi donc cette volonté de Luis Abinader, il y a toujours la volonté de rétablir l'état de droit, et notamment en matière migratoire. Vous savez qu'en République dominicaine, justement à cause de cette corruption à la frontière, il y a un grand nombre d'Haïtiens qui ne sont pas en règle avec la loi migratoire et le règlement d'application de cette loi migratoire. Et à plusieurs reprises, Luis Abinader a dit que la loi dominicaine devait s'appliquer à tout le monde, y compris aux migrants. Donc il fallait régulariser la situation de tous ces migrants en situation irrégulière. La deuxième chose, c'est que effectivement, comme je le disais, l'aggravation de la crise en Haïti, l'assassinat du président Jovenel Moïse, avec qui le président Abinader avait commencé un dialogue. Souvenez-vous qu'il y avait eu un document qui avait été signé entre les deux présidents avec une série de sujets et de propositions pour améliorer la relation bilatérale. Évidemment, l'assassinat du président Jovenel Moïse et puis l'instabilité qui a suivi cet assassinat ont fait que le président Abinader n'avait plus d'interlocuteur. Et il s'est concentré finalement sur deux choses. Premièrement, sur des appels répétés à la communauté internationale, notamment aux principaux pays amis, entre guillemets, les pays du core group que vous connaissez bien, à savoir essentiellement les États-Unis, le Canada, la France, l'Union européenne, pour, comme il disait, venir en aide à Haïti, en insistant sur le fait qu'il n'y avait pas de solution dominicaine à la crise haïtienne. Ça a été le discours qu'on a entendu, y compris tout récemment à la mi-janvier. Il y a eu une réunion au palais présidentiel présidée par le président Abinader avec 30 partis qui ont signé un document répétant cette profession de foi. Il n'y a pas de solution dominicaine à la crise haïtienne et ils ont réitéré leur appel à la communauté internationale. Alors, il faut voir aussi que ce nouveau discours, ce discours, je dirais, alimenté par l'aggravation de la crise haïtienne, a été exploité évidemment par l'extrême droite anti-haïtienne, xénophobe, raciste, qui a poussé le président Abinader. Vous savez qu'on a parlé de cette clôture, la construction de cette clôture à la frontière, qui a été applaudie évidemment par les petits partis de l'extrême droite anti-haïtienne, et puis les positions de plus en plus fermes du président Abinader pour essayer d'attirer l'attention de la communauté internationale. Vous savez, vous vous souvenez de cet épisode malheureux à propos des femmes enceintes haïtiennes qui viennent d'accoucher en République dominicaine, l'affaire des étudiants haïtiens. Il y a eu différentes affaires comme ça qui ont fait que l'extrême droite a applaudi. Et plus préoccupant d'une certaine façon, selon des sondages, Luis Abinader gouverne avec des sondages pratiquement quotidiens pour savoir comment les mesures qu'il prend sont acceptées par la population. Eh bien, ces sondages étaient plutôt favorables à ces mesures de durcissement face à la migration haïtienne, en raison, je crois, surtout de tout ce qu'on voyait dans les médias, de tout ce qu'on voit dans les médias sur la violence, les gangs et la situation qui se dégrade en Haïti. Donc ça aussi, il faut savoir que
pas une transformation, mais cette évolution de Louis Abinader sur la question bilatérale est très très liée, d'une part à la crise et d'autre part à l'absence de réponse d'une certaine façon de la communauté internationale pendant longtemps, jusqu'à une période récente. D'ailleurs, il a salué cette réunion qui a été organisée récemment avec les États-Unis, le Canada, la France, l'Union européenne, en disant que c'était grâce à ces efforts, grâce à cette répétition de la nécessité d'un appui de la communauté internationale, que finalement, la communauté internationale semblait se réveiller. Voilà un peu ce qui explique, si vous voulez, l'évolution de la position du président Abinader. Il ne faut pas masquer effectivement le fait que l'extrême droite applaudit des deux mains, ça c'est clair. Je disais en début d'émission qu'on n'avait pas noté durant la dernière campagne aucune position anti-haïtienne de l'équipe d'Abinader, le parti au pouvoir. Maintenant, la politique est dynamique. Donc, est-ce qu'il y a un changement? Est-ce qu'il est en train de renforcer son capital politique, de jouer un rôle de leader préparant les prochaines élections, puisque vous m'avez parlé de groupe de 30 partis, et voilà que, vous l'avez bien dit, il y a des sondages qui se réalisent, l'extrême droite a accepté. Donc, est-ce qu'Abinader est en train d'améliorer sa situation par rapport à la détérioration de la crise en Haïti, qui doit certainement faire peur aux Dominicains? Est-ce qu'il a joué le jeu? Oui, c'est absolument la logique que vous venez de décrire, que j'avais décrit auparavant, qui explique finalement cette évolution. Je crois que Louis Abinader, quand il a été élu, quand il est arrivé au pouvoir, voulait sincèrement améliorer la relation bilatérale. Et comme je vous le rappelais, il y a eu cette réunion avec Jovenel Moïse, il y a eu la signature de toute une série d'accords, enfin de points, en tout cas d'objectifs, tant en matière migratoire qu'en matière de commerce, en matière de protection de l'environnement, en matière sanitaire. Et tout ça, évidemment, a volé, je dirais, a disparu avec l'assassinat de Jovenel Moïse et le fait que la République dominicaine s'est trouvée sans interlocuteur, d'une certaine façon, après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Donc, face à ça, la position dominicaine a été très liée, évidemment, à la détérioration des conditions de sécurité, des perspectives de sortie de crise en Haïti. Et évidemment, on a beaucoup parlé des gangs, il y a eu des reportages, il y a eu des articles, il y a eu à la télévision. Donc tout ça n'a pas contribué, évidemment, à calmer le jeu et à préparer un terrain favorable à l'amélioration des relations bilatérales. Quelle est la position de trois grands leaders, je pourrais dire, Fernandez avec son parti, Medina et de son côté également, et je pourrais citer l'autre Hippolito? Quelle position qu'ils prennent par rapport à Haïti? Ah non, c'est l'union sacrée autour de la position de Louis Abinader. Comme je vous le disais encore récemment, je crois que c'était le 14 janvier ou le 13 janvier, il y a eu cette troisième réunion de pratiquement tous les partis politiques, à l'exception de deux ou trois, dont celui de Max Puig, qui n'a pas voulu s'associer à cette... Il y a deux leaders politiques, Max Puig et Guillermo Moreno, qui, pour des raisons qui ne veulent pas appeler à une intervention internationale en Haïti, d'une part, et qui estiment que cette espèce d'union sacrée sur des thèmes qui étaient ceux de l'extrême droite pendant longtemps, il faut le dire, n'est pas la politique qu'il faut assumer face à Haïti. En même temps, c'est vrai que, comme je vous le disais, le fait que cette crise s'aggrave en Haïti fait que l'opinion publique dominicaine est de plus en plus préoccupée et d'une certaine façon, le président Abinader en a tiré les conséquences en durcissant, notamment en matière migratoire. Il a durci effectivement sur un certain nombre de points. Je vous rappelle l'épisode des femmes enceintes qui ont été expulsées encore tout récemment. 6 jeunes enfants haïtiens qui allaient à l'école, enfin 2 d'entre eux allaient à l'école et 4 autres étaient à leur domicile, ont été expulsés vers Haïti par la République dominicaine. Donc il y a effectivement un durcissement incontestable de la position, notamment en matière migratoire.
Pour finir la première partie, comment est le sujet du barrage qu'Haïti comptait construire au niveau de la frontière et qui avait créé vraiment une véritable polémique et surtout une grande colère du côté des Dominicains? Alors écoutez, ça aussi, effectivement, c'est un des sujets qui avait, je dirais, troublé la volonté de pacifier, d'arriver à une relation bilatérale tranquille. On n'en parle plus. On n'en parle plus. Je ne saurais pas vous dire si des travaux ont continué côté haïtien, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les médias dominicains, les responsables politiques dominicains ne parlent plus du tout de ce dossier. Donc ça semble indiquer que les travaux sont arrêtés côté haïtien. Vous suivez le magazine économique, l'émission spéciale, dernier grand rendez-vous du mois de janvier 2022 avec Jean-Michel Kawa depuis Santo Domingo. On prend la pause, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Mettez pour mettre, bipiti 50 000 gouttes. 7%. À bon petit temps, vous bénéficiez 7% obligé. Samé, oh, Carole, sans régler comme ça même, pas voir du tout. Ah, activité fait pas temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH moyen. On entend parler de obligation BRH. Qui s'allie même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Débouquer pour pipiti 50 000 gouttes ou qu'à mettre dans l'obligation BRH. Cap rapporte 7% d'intérêt chaque année. 7% d'intérêt chaque année. Ça bon net oui. Et puis son petit dollar m'ta pas lâcher pour me serrer oui Fanny. Ah, pas jouer nos ma chère. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit plus sous 7% là. Qui donc pas de perdu non ma chère. D'ailleurs, c'est renouvelé l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis qui côté exactement m'a besoin de produit ça? Ou a besoin dans toute banque yo, à toute coopérative qui dans fédération yo, ak dans l'autre institution financière yo. Eh bien, avec obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou pin pas les Carole, malé. Kounia, gen plus avantage toujours l'entrée dans obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si vous faites une année dans obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettre. Vous avez 1000 raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profin. Commencez à investir à partir de 1 000 $ ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profin aujourd'hui même. Contactez-nous placement@groupeprofin.com 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Vous suivez le dernier grand rendez-vous économique et financier de janvier 2022. Comme chaque année, nous avons cette grande émission. Et cette année, nous avons décidé d'ajouter la partie dominicaine avec Jean-Michel Kawa, le correspondant de Radio et Télémétropole. Jean-Michel, nous avons analysé tout ce qui s'est passé pendant la première partie à l'intérieur de Santo Domingo, mais on a vu que Abinader a voulu développer une image internationale, régionale en Haïti. Il a même été du côté de Panama, ensuite il y a une réunion de Puerto Plata. Qu'est-ce qui a poussé Abinader à ne pas rester simplement sur le plan local pour renforcer son capital politique pour les prochaines élections dominicaines? Ce qu'il a fait, il a gagné, il a du capital politique, mais au niveau régional, qu'est-ce qu'il cherche? Je crois, comme je le disais en première partie de l'émission, son souci essentiel se résume à une phrase. Il n'y a pas de solution dominicaine à la crise haïtienne. La République dominicaine toute seule ne peut pas aider à solutionner cette crise haïtienne. Donc, il faut chercher des alliés. Il faut chercher, alors d'abord dans la région, comme vous le dites, il a obtenu le soutien du Panama, du Costa Rica, il a obtenu le soutien de l'Argentine également, de la Colombie, du Mexique pour cette initiative. Et puis plus récemment, donc, il s'est félicité du fait que
les grands pays amis, entre guillemets, d'Haïti, les États-Unis, Canada, France, Union européenne, également s'étaient réunis pour essayer de faire avancer une solution, en tout cas une participation à une solution à la crise haïtienne. Donc je pense que c'est la motivation principale et c'est ça effectivement qui l'a conduit à multiplier d'abord aux Nations Unies, souvenez-vous de son discours à l'Assemblée générale des Nations Unies à la fin de l'année dernière, et puis ensuite une série de rencontres, donc une rencontre à Puerto Plata sur la côte nord avec ses homologues panaméens et costariciens, et donc cette volonté de rassembler le plus de pays possible pour venir en aide à une solution durable, une solution acceptée par Haïti, par les Haïtiens, pour essayer de sortir de cette crise qui affecte directement la République dominicaine. Est-ce qu'on pourrait voir qu'il est sur la voie ou encore la lignée de Fernandez? Parce qu'en général, les leaders dominicains, qu'ils soient Hippolyte Omeya ou encore Medina, ils sont beaucoup plus concentrés au niveau local. Fernandez a cette vision régionale. Est-ce qu'Abinader est en train de se retrouver sur les pas de Fernandez au niveau régional? Alors oui, la crise haïtienne l'a conduit effectivement à sortir, je dirais, du précaré dominicain et à porter cette crise haïtienne dans différents forums auxquels il a participé. Je vous parlais des Nations Unies, mais également d'autres réunions régionales. Et comme vous le dites, c'est vrai que Leonel Fernandez, à son époque de président, lors de ses mandats, avait ce souci davantage que ses prédécesseurs comme Balaguer, qui était beaucoup moins tourné vers l'international. Et c'est vrai que Danilo Medina, après Fernandez, est revenu beaucoup plus sur la politique dominicaine, et était beaucoup moins intéressé et connaissait beaucoup moins la scène internationale. Donc absolument, là, je dirais que Luis Abinader a été un peu poussé par les circonstances, par la situation dans le voisin pays d'Haïti, à s'impliquer davantage donc, sur la scène internationale. On parlait de capital politique qu'il a renforcé dans la première partie de l'émission au niveau local. Est-ce que ça a eu un impact, à savoir ces activités qu'il organise, que ce soit du côté de Panama ou encore à Puerto Plata? Est-ce que ça a donné quand même des points à Abinader? Alors, n'oubliez pas que ces mesures qui avaient touché, donc ces rafles qui avaient touché les femmes enceintes à un moment donné, ont été critiquées par l'OEA, par la Cour interaméricaine des droits humains et par le système des Nations Unies. Donc il y a eu aussi des critiques par rapport à certains aspects de la politique de Luis Abinader et de son gouvernement. Là, j'ai quelque chose de relativement important. Avec l'OIM, l'Organisation internationale de migration, il y a une volonté, la Direction générale de migration dominicaine, d'essayer de régulariser, comme je vous le disais, tous ces travailleurs qui sont en situation irrégulière, tous ces travailleurs haïtiens, aussi bien dans l'agriculture, qui, selon une étude récente, dépend à plus de 90% de la main-d'œuvre haïtienne, dans la construction, mais aussi dans le tourisme, où il y a beaucoup de travailleurs immigrés haïtiens, dont un grand nombre sont en situation irrégulière. Alors là, tout récemment, le directeur de migration, Enrique Garcia, a annoncé la mise en place d'un carnet temporaire pour les travailleurs en situation irrégulière. Pour l'obtenir, il faudra produire soit un passeport haïtien, soit une carte nationale d'identification, soit un acte de naissance, qui permettra donc d'obtenir un permis d'une durée d'1 an qui sera renouvelable. Et les autorités dominicaines ont également annoncé tout récemment la création d'un permis, d'un carnet pour les habitants de la zone frontalière, donc qui permettra aux Haïtiens qui traversent la frontière pour aller dans les marchés binationaux, par exemple. Ce carnet permettra donc de se déplacer pendant une journée en République dominicaine et le soir, ils devront retourner en Haïti.
Donc ce sont deux mesures qui vont permettre, d'une certaine façon, de réguler, de formaliser un peu cette migration actuellement en situation irrégulière. Comment l'opinion publique dominicaine, le gouvernement dominicain, Abinader ont interprété ce mouvement qui est sorti du sud de l'Amérique, Chili, au Brésil, pour remonter complètement, pour arriver au niveau de la frontière de l'État du Texas? Est-ce que, même s'ils n'ont pas dit publiquement et dans la presse, est-ce que vous avez ressenti pour dire on vous avait dit qu'Haïti est un problème et que voilà ce qu'on vous racontait depuis longtemps? Est-ce qu'ils se sont frottés les mains pour dire on a gagné la bataille, même si on n'est pas directement impliqué, mais comment les Dominicains ont interprété ça à différents niveaux? Non, je ne dirais pas qu'ils se sont frottés les mains, parce que ce sont des situations dramatiques et je ne pense pas que, en tout cas, la grande majorité des Dominicains, des autorités, à part quelques secteurs très minoritaires qui ont pu mais effectivement, d'une certaine façon, l'opinion générale, je dirais, c'était vous voyez bien qu'il y a un problème, vous voyez bien qu'il y a un problème. Et souvenez-vous de ces images qui ont fait beaucoup de bruit à la frontière au Texas, de ces Haïtiens chassés par des hommes avec des fouets à cheval. Là aussi, ça a été évidemment, je dirais, exploité en République dominicaine, en montrant que, certes, tout n'était pas parfait, il y a des bavures, il y a des mesures qui sont prises qui ne sont pas respectueuses des droits humains, mais on n'est pas les seuls. Regardez ce qui se passe au Texas. Donc vous avez raison, ça a été d'une certaine façon, je dirais, un argument supplémentaire pour dire la communauté internationale va se réveiller parce qu'il y a un vrai problème qui affecte tout l'hémisphère finalement. Maintenant, tous les mouvements qui, pas simplement du sud de l'Amérique latine, mais je suppose avec la crise haïtienne, on ressent une pression migratoire beaucoup plus forte de l'ouest de l'île vers l'est de l'île. Et pas simplement ce qu'on appelle les fit people, à savoir des gens qui recherchent des emplois, mais on a vu également la classe moyenne haïtienne à l'université et l'on dit ces jours-ci qu'une bonne partie de l'élite est en train de se déplacer. On en parle en République dominicaine, ce mouvement migratoire à tous les niveaux? Alors, on parle peu, finalement. Bon, les étudiants, on en a parlé à l'occasion de ces mesures qui avaient été prises à la fin de l'année dernière. Mais on parle peu, je dirais, de la bourgeoisie haïtienne, qui effectivement est de plus en plus présente, des investissements haïtiens. Il y a très peu de Dominicains, par exemple, qui savent que Vitio est un des grands investisseurs dans le secteur des produits pétroliers en République dominicaine. Et s'ils le savent, la plupart ignorent qu'il est haïtien. Donc, on parle évidemment beaucoup plus des migrants en situation irrégulière que des investisseurs haïtiens qui viennent installer des négoces, des commerces, etc. En République dominicaine. Mais il y a un certain nombre de gens qui le savent. Et c'est un sujet qui est peu couvert dans les médias dominicains. Parce que normalement, et on sait bien, que vous en parliez tantôt, l'importance du marché haïtien pour les Dominicains. Bon, là, c'est vente de biens en particulier. Maintenant, il y a un mouvement de capitaux pour acheter des maisons, pour investir là-bas. D'ailleurs, on a ressenti, selon le gouverneur de la Banque centrale qui intervenait dans le grand rendez-vous, plus de 250 millions de dollars américains de fuite de capitaux. Donc, je suppose que les Dominicains en ont profité en quelque sorte. Oui, alors là, il faudrait faire la balance entre cette fuite de capitaux vers la République dominicaine et puis les transferts de fonds qui sont importants, comme vous le savez, ce qu'on appelle les remessas ici en espagnol, les transferts de fonds des travailleurs haïtiens vers leur pays. Et vous savez qu'une grande partie de ces transferts n'empruntent pas forcément la voie formelle des banques ou des agences comme Vimenca, etc. Ça peut se faire et ça se fait beaucoup aussi de manière informelle. Donc, il y a des estimations. La BID, la Banque interaméricaine de développement, fait des estimations, mais je crois qu'on est probablement en dessous de la réalité dans ces estimations. La fameuse loi qui exige qu'il y ait une partie très importante, plus de 80%, près de 80% de la main-d'œuvre dominicaine à travailler. Maintenant, je suppose que ça n'est pas respecté.
parce qu'il y a des Haïtiens, on sait bien, au niveau de la construction, et avec la reprise économique, particulièrement au niveau du secteur touristique, il y a beaucoup d'Haïtiens là-dessus, donc je pense que, et même parfois le capital dominicain, je vais parler des grands capitaines d'industrie, qui ont besoin de la main-d'œuvre à meilleur marché, utilisent également cette main-d'œuvre haïtienne. Absolument. Absolument, c'est une des questions qui a été évoquée à plusieurs reprises et qui est revenue sur le tapis à l'occasion de cette réunion dont je parlais à la mi-janvier avec 30 partis politiques au palais présidentiel, avec Louis Abinader, la question d'une révision, d'une certaine façon, de la loi migratoire et d'apporter une certaine souplesse. Et je crois que cette mesure qui a été annoncée par le directeur général de migration, Enrique Garcia, pour l'obtention d'un carnet temporaire d'un an, un carnet temporaire migratoire, vise effectivement à favoriser la régularisation d'une certaine façon de ces migrants dans des secteurs comme l'agriculture. Il y a une étude qui vient d'être publiée par l'Institut national de migration, dirigé par le sociologue Wilfredo Lozano, qui montre que plus de 90% des travailleurs dans l'agriculture sont des Haïtiens, dont beaucoup sont en situation irrégulière, dans des cultures aussi importantes pour la République dominicaine que le riz, que les plantains, les bananes, ce sont le café. Vous trouvez effectivement des proportions qui peuvent atteindre 90% de travailleurs haïtiens. Dans la construction aussi, on le sait, c'est un secteur qui emploie énormément de travailleurs haïtiens dans les emplois les moins qualifiés. Et le tourisme, comme vous le disiez, oui, le tourisme emploie des travailleurs qui sont souvent des employés qui sont plus qualifiés, parce que l'avantage compétitif des Haïtiens, bien souvent, c'est la maîtrise de plusieurs langues. Vous savez que pour le tourisme, c'est une qualification très importante. Et dans les hôtels où viennent des touristes européens, américains, etc., canadiens, le fait de parler français, le fait souvent de parler 2 ou 3 langues, est un avantage pour l'obtention d'un emploi, et ça favorise souvent des travailleurs haïtiens. Très souvent, on parlait des biens, particulièrement du côté de la République dominicaine vers Haïti. Maintenant, on peut entrer dans le secteur des services, parce qu'en décembre dernier, il paraît qu'il n'y avait pas une place sur un avion pour sortir de Port-au-Prince pour aller à Santo Domingo. C'était totalement rempli. Il y a des activités culturelles et des bals qui sont réalisés du côté de la République dominicaine. On parle même de Pétionville à Santo Domingo, à savoir où se retrouve le niveau le plus élevé, j'en parlais tantôt en quelque sorte. Est-ce que, comme journaliste, vous attendez ce genre de choses? Est-ce qu'on voit, est-ce qu'on ressent cette migration qui ne dérange pas trop les Dominicains, puisque ce ne sont pas les ouvriers qui arrivent pour créer des problèmes, mais qui apportent de l'argent, qui apportent des services, le secteur touristique, il paraît même que la restauration commence à se développer, la nourriture haïtienne du côté de Santo Domingo. Comme journaliste, tu en perçois ça? Oui, on n'en parle pas énormément dans les médias, mais oui, on parle de temps en temps de concerts, de fêtes qui sont organisées par des Haïtiens ici, des impresarios haïtiens. Oui, la presse en parle, et effectivement, comme vous le dites, de manière favorable, parce que c'est du business, ça fait tourner des entreprises, d'événementiels, etc. Donc c'est plutôt bien vu par les Dominicains, bien sûr. Il y a même des Haïtiens qui sortent des États-Unis pour aller s'amuser du côté de la République dominicaine de ces activités culturelles. Nous suivons le dernier grand rendez-vous du mois de janvier 2022 avec Jean-Michel Kawa. On va prendre la pause pour se retrouver dans quelques instants pour la 3e et la dernière partie de l'émission. Mettez pour mettre, bipiti 50 000 gouttes. 7% à bon petit temps, ou bénéficier 7% obligé. Famille, Carole, Sans régler comme ça même, pas voir du tout. ah, activité fait pas temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH moyen. On entendait parler de l'obligation BRH. Qui s'allie même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Dès pour pipiti 50 000 gouttes, ou qu'à mettre dans l'obligation BRH, cap rapporte 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année. Ça bon net, oui. Et bien, son petit dollar, je vais l'acheter pour me serrer, oui, Fanny. Ah, pas jouer nos ma chère.
qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mis un petit déplice sous 7% là. Qui donc, pas de perdu non, ma chère. D'ailleurs, c'est renouvelé, renouveler l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis, qui compte exactement ma jeune produit ça? Ou à joindre dans toute banque yo, à toute coopérative qui dans la fédération yo, ak dans l'autre institution financière yo. Eh bien, avec obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou fin parler Carole, malé. Kounia, gen plus avantage toujours l'entrée dans obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si vous faites une année dans obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettez. Vous avez 1000 raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profin. Commencez à investir à partir de 1 000 $ ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profin aujourd'hui même. Contactez-nous, placement@groupeprofin.com, 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Vous suivez le dernier grand rendez-vous économique et financier du mois de janvier 2022 et nous sommes du côté de Santo Domingo avec Jean-Michel Kawa qui apporte un éclairage très intéressant sur la situation haïtienne, particulièrement avec nos amis de la République dominicaine. Et Jean-Michel, je pense que nous avons analysé dans la première partie la politique locale, ensuite on a vu la politique régionale. L'émission se retrouve dans le cadre des grands rendez-vous économiques et financiers. Nous savons que les Dominicains ont bénéficié considérablement d'une forte croissance, près de 10%, on en parle, mais également le taux d'inflation qui revient en force. Et ça trouble le sommeil d'Abinader qui fait des promesses en quelque sorte. D'abord, la forte croissance économique, c'est le tourisme qui a provoqué ce choc positif? Alors, le tourisme, mais pas seulement le tourisme. Il y a eu une reprise dans pratiquement tous les secteurs, je dirais. On est plus près de 11-12% que de 10%, selon les chiffres qui ont été transmis par le ministère de l'Économie et des Finances et la Banque centrale. Et donc, il y a l'effet rattrapage. Comme vous savez, l'année précédente avait été marquée par la crise du Covid. Et donc, il y a un rattrapage, mais on est toujours autour d'une croissance nette autour de 6%. Et c'est aussi ce qui est prévu, 5-6% pour l'année 2022. Donc, oui, le tourisme est un des secteurs qui a le plus profité pour une raison simple, c'est que les Dominicains, à la différence de leurs concurrents de la région, de la Caraïbe et le Mexique, par exemple, ne demandent aucun test, ne demandent aucun... Il n'y a pas de quarantaine, il n'y a pas... Donc, vous avez beaucoup de gens, notamment d'Europe et des États-Unis, du Canada, qui regardent, qui vont voir leur tour opérateur, leur agence de voyage, qui veulent voir un peu de soleil en hiver, et on leur dit, mais il y a un pays qui ne demande rien, pas de test Covid. Et évidemment, ça favorisait la reprise du tourisme en République dominicaine. Les télécommunications ont progressé également, la construction a bien repris et l'agriculture a repris. Alors, comme vous le disiez, tout ça s'est fait au prix d'un endettement important, notamment pour financer l'achat de tous ces vaccins. La République dominicaine est un des pays qui a très vite vacciné massivement sa population, mais également pour compenser les pertes de revenus pour les petites entreprises dues aux fermetures du Covid dans la période. Donc, l'an dernier, il y a eu une dépense publique importante, donc de compensation, de subvention pour les entreprises qui étaient obligées de fermer à cause du Covid. La grande crainte aujourd'hui, comme vous le disiez, c'est l'inflation qui est largement motivée par la très forte hausse des prix de l'énergie, notamment du pétrole. Comme vous le savez, le pétrole est aujourd'hui autour de 85-86 $ le baril.
alors que le projet de budget dominicain, le budget fixé à un prix de $62, si ma mémoire est bonne. Donc on est très loin de ce qui était la base de calcul du budget dominicain. Et ça implique évidemment un creusement du déficit commercial, parce qu'il faut payer plus cher le pétrole pour l'importer. Et ça pose un problème sérieux de gestion macroéconomique. Je vais revenir à l'inflation et particulièrement à ce qui se passe avec la facture pétrolière qui creuse considérablement le déficit budgétaire. Mais restons à la première partie. Est-ce qu'il faut créditer Abinader d'une bonne performance, je pourrais dire, pour la gestion du Covid, car on sait bien que c'est une économie basée sur le tourisme et il y a des chocs importants, les différentes variantes. Ils ont pu maintenir le pays ouvert et ils font beaucoup d'argent. Comment la population perçoit cette gestion de la crise sanitaire en République dominicaine? Alors, je dirais que la population dans l'ensemble est satisfaite de cette gestion, car comme je vous le disais très vite, le président Abinader, souvenez-vous des difficultés qu'il y avait pour obtenir des vaccins dans la première phase du Covid. Le président Abinader, face aux difficultés d'obtenir des vaccins aux États-Unis, en Europe, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, qui ne tenaient pas leurs engagements de fourniture à l'époque, il s'est tourné vers les Chinois. Les Chinois ont fourni très vite de grandes quantités de leurs vaccins Sinovac. Et la population dominicaine a été très vite vaccinée, a reçu très vite une première dose de vaccin chinois, notamment dans toutes les zones, les départements touristiques, les régions touristiques. On est arrivé rapidement à un taux de vaccination proche de 100%, et on est passé assez vite à la deuxième dose, et maintenant on est à la troisième dose de vaccin. Les vaccins Pfizer sont arrivés, AstraZeneca également. Donc il y a une vaccination assez large. C'est un des pays de la région qui a vacciné tôt et largement sa population, ce qui est un argument évidemment pour les opérateurs touristiques. Mais d'un autre côté, je dirais qu'il y a il y a des touristes qui arrivent sans aucun contrôle. Il y en a un certain nombre qui arrivent porteurs du virus, notamment maintenant avec ce nouveau variant Omicron. Il est établi qu'un certain nombre de touristes ont introduit ce virus Omicron en République dominicaine. Heureusement, la population vaccinée est beaucoup moins affectée par ce variant quand elle a les 2 ou 3 doses, mais ça reste effectivement un problème. Alors, je veux aussi signaler sur le front du tourisme que Luis Abinader vient de passer 5 jours à Madrid, à Fitur. Fitur est la deuxième foire internationale la plus importante pour le tourisme. Et ça a été très positif pour la République dominicaine qui a annoncé des contrats de plus de 2,4 milliards d'euros et de dollars pour notamment le développement, ça concerne Haïti, le développement d'un nouveau pôle touristique à Pedernales, c'est-à-dire dans la zone de Barahona, proche de la frontière haïtienne, pas loin de Jacmel. Et il y aura là très certainement construction de plusieurs milliers de chambres respectueuses de l'environnement, selon ce qu'ont annoncé les investisseurs. Mais il y aura là sûrement des possibilités d'emploi dans la construction et après dans le fonctionnement de ces installations touristiques qui pourront intéresser des travailleurs haïtiens. Ce sera une bonne nouvelle pour les résidents de cette zone, car on sait qu'il y avait un grand éléphant blanc à l'aéroport de la zone qui ne fonctionnait pas. Et Abinader l'avait promis dans la dernière campagne. Donc, en réussir ça, je peux être certain qu'il va avoir des votes assez intéressants pour les prochaines élections. Bon, la politique, c'est ça quand même. Maintenant, comment le gouvernement dominicain a pu réaliser un exploit mondial, puisque vous parlez de près de 100% de gens qui sont vaccinés. Ici, en Haïti, on n'a même pas atteint les 2%. Les États-Unis. Non, pas 100%. Excuse-moi de t'interrompre. En gros, pour la première dose, on doit être à 80%. 80%. Pour la deuxième dose, on est. Non, par rapport à la région, c'est une très bonne couverture de vaccination, mais on n'est pas à 100%. Même par rapport aux États-Unis, quand même. Ils n'arrivent pas à dépasser la barre de 60% avec les républicains qui refusent de se faire vacciner. Donc, c'est un succès énorme de pouvoir
influencer et convaincre les gens à aller se faire vacciner. Il n'est pas Oui, parce que je crois que les gens ont compris, effectivement, notamment dans les zones. Le taux de 100% est annoncé dans les zones touristiques, notamment Punta Cana, Bávaro et Puerto Plata, parce que les travailleurs du tourisme ont compris qu'ils avaient tout intérêt à montrer leur certificat de vaccination pour être engagés dans les hôtels. Donc, je pense que là, il n'y a pas eu cette réticence, cette résistance qu'on a vue dans pas mal de pays par rapport aux vaccins. Les Dominicains ont l'habitude des campagnes vaccinales et ces campagnes vaccinales ont été dans l'ensemble bien accueillies et bien acceptées. Revenons à l'inflation, puisqu'il y a un concept en économie qui s'appelle l'inflation importée. Et comme nous avons de fortes relations économiques et financières avec la République dominicaine ces jours-ci, on craint que l'inflation dominicaine, comme celle des États-Unis, ne se propage en Haïti quand on est déjà à plus de 20%. Donc ça pourrait réellement renforcer une situation négative pour nous avec l'inflation en République dominicaine. Oui, absolument. Il n'y a pas de doute que ça va avoir un impact. Je veux dire, Haïti, aussi bien que la République dominicaine, est impactée par l'augmentation du prix du pétrole. Je veux dire, et par tout ce que ça entraîne en chaîne. Comme vous le savez, vous êtes un économiste beaucoup plus distingué que moi, mais vous savez parfaitement que lorsque le prix de l'énergie augmente, il y a des conséquences pour toute une série de produits. Les transports augmentent, tout augmente. Ça, on voit ça dans tous les pays. Et je pense que Haïti ne va pas échapper à cette inflation importée. Henri Ebrard, qui est très connu en République dominicaine, a fait une déclaration qui nous intéresse. Plus de 5,6 milliards de dollars américains, la facture pétrolière pourrait être en République dominicaine en 2022, ce qui renforcera encore le déficit budgétaire. Henri est très réputé en République dominicaine, c'est un ami de cette émission, en général, il participe avec nous. Ça, vraiment, au niveau macroéconomique, ça peut faire peur. Oui, alors bon, c'est une projection qu'il a faite. Est-ce que le baril va rester à 85 ou plus? Parce que vous savez qu'il y a des bruits de bottes très inquiétants, notamment en Europe, à la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Vous savez que lorsque la situation internationale se dégrade, notamment la fourniture du gaz russe à l'Europe, peut entraîner une hausse plus importante des prix de l'énergie. Donc, je pense qu'il faut effectivement se préparer à une situation compliquée sur le plan macroéconomique du fait de cette inflation provoquée par la hausse des prix du pétrole et de l'énergie en général. Et je pense du côté de la Banque centrale dominicaine, en dépit de ces chocs, et particulièrement au niveau fiscal, ils ont pu conserver quand même le dollar à moins de 60 pesos. C'est un exploit également, on pourrait dire, pour l'économie dominicaine. Alors là, évidemment, les éléments favorables ont été d'une part le tourisme qui apporte des devises et les transferts de fonds qui ont beaucoup augmenté, favorisés par les politiques de subvention aux États-Unis, notamment ce qu'on appelle les remessas, donc les transferts de fonds des travailleurs, enfin de la population de la diaspora dominicaine, notamment aux États-Unis, ont augmenté très sensiblement. 10 milliards de dollars américains. Et ce qui explique qu'effectivement, la Banque centrale a pu maintenir une stabilité du taux de change. Est-ce que ça sera le cas en 2022 ? C'est une question qui se pose. Bon, je sais que tu suis très bien l'actualité en Haïti. Comment les Dominicains arrivent à gérer ce problème pétrolier, à savoir cette modification presque chaque semaine, ou encore on est en train de subventionner maintenant? Qu'est-ce qui se passe exactement avec cette facture pétrolière qui ne cesse d'augmenter? Alors, théoriquement, il y a une formule qui permet de répercuter l'augmentation du brut sur le prix à la pompe. Cette formule n'est pas toujours appliquée de manière mécanique, je dirais, notamment en raison de l'impact politique. Lorsque l'augmentation est forte, les autorités, le gouvernement prend à sa charge sous forme de subvention une partie de l'augmentation du brut. Mais malgré tout, le prix à la pompe a augmenté ces derniers temps parce que, comme je vous le disais, on est passé à 85 $ le baril alors qu'on était
Je crois que c'est 62 dans le budget. Je sais qu'il y a un différentiel important entre les prix en République dominicaine et les prix en Haïti. Nous, de manière... Et malgré la récente variation, on est encore à un niveau nettement inférieur par rapport à la République dominicaine. Ça favorise tout un mouvement, à savoir le pétrole acheté en Haïti, vendu en République dominicaine. On en ressent, on en parle? On en parle, mais je pense que ça concerne surtout la zone frontalière. Hein. C'est pas, je veux dire, les automobilistes à Saint-Domingue ne vont pas aller jusqu'à une station-service en Haïti pour faire le plein, parce qu'ils dépenseraient leur plein sur la route. Et il faudrait qu'ils en remettent pour se terminer le chemin. En effet. Donc, je pense que là, vous avez à la fois l'impact de l'augmentation du prix du brut, mais vous avez également le taux de change qui joue en Haïti. Comme vous le savez mieux que moi, le taux de la gourde peut varier dans un sens défavorable par rapport aux importations, notamment de pétrole. C'est là peut-être toute la beauté de l'économie. On est en train de subventionner l'éducation et la santé des Haïtiens au niveau de la frontière par les Dominicains. Et nous, on subventionne le pétrole pour les Dominicains vivant au niveau de la frontière. Comme Nessim Maniga aime le dire, il y a 3 pays sur l'île, la République dominicaine, Haïti et la frontière, qui est un autre pays qu'il considère très complexe. Vous avez un point de vue là-dessus? Oui, vous avez raison. Je pense que la zone frontalière est une zone particulière sur l'île, où les contacts, ça ne date pas d'hier, hein, c'est depuis toujours. Il y a, vous savez, une frontière, c'est une ligne, et vous avez des gens qui cohabitent des deux côtés, et qui commercent, on le sait, on voit avec les marchés binationaux. Il y a des gens qui ont écrit de la fiction, qui ont écrit des essais, c'est un sujet évidemment différent, je dirais, que de celui de la migration, ce qui explique d'ailleurs cette mesure annoncée par le gouvernement dominicain de créer ce document, ce carnet, comme ils disent, de l'habitant transfrontalier qui permettra de passer 24 heures en République dominicaine. Terminons avec quelques anecdotes. On se rappelle l'ancien ministre des Affaires étrangères et Premier ministre AI qui avait vraiment mis Abinader en position défensive et parfois même très agressive. Est-ce que maintenant on sent que les relations se sont améliorées puisque vraiment entre M. Claude Joseph et Abinader, il y a eu quelques échanges assez difficiles? Oui, il y avait eu ces échanges de tweets qui avaient d'ailleurs provoqué, souvenez-vous, ces tweets qui avaient justifié côté dominicain les mesures visant les étudiants haïtiens. Donc les Dominicains ont vite compris que ce n'était pas la bonne manière de réagir. Mais ce que je peux vous dire, oui, c'est que Claude Joseph n'est pas populaire en République dominicaine. Il a fait l'objet de nombreux commentaires, de mémés, comme on dit, d'articles plutôt défavorables, bien sûr. Et concernant maintenant, je pourrais dire, il y a des Haïtiens qui pensent que les interventions réalisées par Abinader cette année, il y a une volonté dominicaine pour envahir Haïti. Qu'est-ce qu'il y a dans cette histoire? Est-ce que la République dominicaine, comme un petit pays, même si elle a la capacité d'envahir, est-ce que ça c'est dans la tête des Dominicains? Est-ce que c'est nous en Haïti qui... Qu'est-ce que vous pensez? Non, c'est absolument pas... Je pense que c'est dans la tête de personne. Depuis l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par tous les partis politiques, en passant par le gouvernement, personne ne songe et n'a le désir d'envahir Haïti. Ça, c'est absolument... Je me souviens, puisqu'on parle d'anecdotes, c'était d'ailleurs avec vous, avec Radio Métropole, il y avait des rumeurs qui circulaient sur... Quand ils ont commencé à renforcer le dispositif militaire à la frontière, il y a des rumeurs qui ont circulé sur les réseaux sociaux en Haïti, faisant état d'une possible invasion d'Haïti par des troupes dominicaines. J'ai passé 3 coups de fil et tout le monde m'a rayonné en me disant, moi-même j'étais sûr que ce n'était pas l'objectif, mais faisant mon métier de journaliste, j'ai quand même confirmé avec les autorités. Et tout le monde m'a dit, mais c'est absurde, il y a aucune volonté, aucun plan d'invasion d'Haïti par les troupes dominicaines. Voilà, Jean-Michel Gawa, merci d'avoir fourni cet éclairage très intéressant sur l'année haïtiano-dominicaine. On espère que l'année prochaine, on pourra être ensemble encore pour faire ce bilan et voir les perspectives.
te remercie et bonne année 2022. Bonne année à tous les amis haïtiens et à bientôt. Ciao, à la semaine prochaine.